Je vous propose qu'on ne reste pas plus que ça entre nous et qu'on accueille notre premier invité. Allez. Il s'agit de Julien Méniel. Salut Julien, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, ça va mieux. Je suis convalescent du Covid. On va en parler. J'ai fait ma rentrée en isolement. Donc dans le cœur de l'actu, toi aussi. Absolument. Ouais, je me suis dit, je peux pas rester, je peux pas traverser 2021 sans choper le truc à la mode. Choper le truc, voilà, du moment quoi. Et Julien Méniel, tu es vidéaste sur YouTube depuis plusieurs années maintenant. Tu as une chaîne spécialisée sur la santé qui s'appelle Dans ton corps. Exact. Raconte-nous un petit peu. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans maintenant. Ouais, c'est ça fait 5 ans. 2016, j'ai commencé. Ouais. Bah, écoute, oui, en 2 mots, Alors, je te remercie d'avoir dit que c'était une chaîne de santé, parce qu'on a tendance à me classer dans vulgarisation médicale. Alors, comment tu fais la différence? Ça m'intéresse. Médical égale médecin, et je suis pas médecin, moi, je suis infirmier. D'accord. Voilà. Okay. Donc moi, mon rayon, c'est la santé, c'est pas la médecine. Ok, intéressant, d'accord. Voilà, l'idée c'était, en gros, je fais la même chose que ce que je faisais quand j'exerçais à l'hôpital et j'expliquais aux patients ce qu'ils avaient, pourquoi ils l'avaient, ce qui allait leur arriver et comment faire pour que ça recommence pas, grosso modo. Là, je fais pareil devant une caméra, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu fais des vidéos de vulgarisation, d'explication autour des sujets de santé. Ouais. Tu sais parce que tu tombes pas dans un piège que ce soir tu es dans une émission qui parle de politique. Eh ben écoute, non, je l'apprends vraiment. Bienvenue. Backseat, je m'attendais à autre chose. On t'avait dit popcorn et tu t'es merde. C'est ça, ouais. Vous n'êtes pas Domingo en fait. Non, raté. Dommage. C'était un traquenard finalement. Et comment tu te sens toi? Le mot politique, je te le drop comme ça. Dis-moi un peu. Comment je me sens? Alors, je vais pas répondre à ta question. Vas-y. Je vais faire mon politique. Pour le coup, je vais répondre à une question que j'aurais aimé que tu me poses. Vas-y. Et que tu as posé tout à l'heure à tes chroniqueurs, en fait. Qu'est-ce que j'attends de cette émission? Ah bah vas-y, c'est une autre manière de le dire. J'attends que vous me réconciliez avec la politique, parce que moi, je suis un amoureux déçu de la politique. Ça m'a vraiment passionné quand j'étais ado, jeune adulte. Quand j'étais journaliste, parce que j'ai été journaliste et que j'ai couvert un peu des sujets de politique. Et je suis comme plein de gens, malheureusement maintenant, je suis complètement désabusé. Et je suis pas loin de ce constat que je partage malheureusement avec plein de gens que je déteste, à savoir les extrêmes, les complotistes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand monde à sauver dans le paysage actuel. Et du coup, j'avoue que depuis que je suis plus journaliste, donc depuis 5 ans, j'ai lâché complètement, je m'y intéresse vraiment de moins en moins parce que c'est vain, quoi. Ok, d'accord. Ça a été quoi ton premier contact avec la politique? Tu t'en souviens quand tu étais jeune? Est-ce qu'en famille on en parlait? Énormément. Moi, je viens d'une famille très politisée. Ouais. J'ai jamais été militant parce que jamais encarté, j'ai jamais été collé des affiches. Mais à table, on en parlait, c'était un sujet. On en parlait à table, ouais. Okay. Avec 2 côtés paternels et côté maternel pas du même bord, sinon c'est chiant. Donc avec des repas de Noël assez cool. Mais oui, on parlait beaucoup politique chez moi. Et puis maintenant ils sont tous morts, donc. D'accord. Ça va vous? Est-ce qu'il t'arrive de te restreindre dans ton expression publique, que ce soit sur ta chaîne ou sur ton compte Twitter ou Insta, de parler de politique, de peur de générer Eh ben, de l'attention? Pas assez, je pense. Parfois tu te fais des trucs, tu le regrettes un peu, c'est ça? Non, je regrette pas. Parce que ça sert à rien de regretter. Puis au pire, je pourrais effacer. Mais ça, c'est un vrai truc. Hein. J'ai rencontré des créateurs qui sont sur YouTube, mais ne sont pas sur la politique, qui m'ont vraiment parlé de mais je pourrais pas subir le 10e de ce que subissent une meuf qui l'ouvre sur le féminisme ou je sais pas quoi, et qui m'ont dit en privé, non, moi je suis de gauche et tout, mais non, je ferme bien ma gueule parce qu'un petit tweet de travers, c'est vite parti, et là tu te manges la fachosphère et on fait une vidéo sur toi, gna 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 gna. T'as cette même angoisse de ça peut te pourrir en fait. Ouais, mais de toute façon, c'est juste un truc de plus, quoi. Parce qu'en fait, dès que tu prends position sur quoi que ce soit, tu te fais, même si c'est pas politique. Alors après, on va en parler de la santé, ça a commencé. Mais voilà, tu prends position sur des sujets sociétaux qui sont pas politique au sens strict du terme. On parlait du féminisme, l'homophobie, etc. Voilà, dès que tu prends position, tu te fais déglinguer. Donc, ma foi, et puis oui, sur la santé, là, depuis 1 an et demi, je vous cache pas que je prends un peu cher. Donc, je me dis, je vais pas. La politique, ça fera jamais plus que. Mais parlons-en du coup, parce qu'effectivement, je suis d'autant plus content de t'accueillir que, comme tu le dis toi-même, voilà, depuis 1 an et demi, tu sens qu'une ambiance a changé
autour de la santé avec le Covid? Ah bah oui, clairement. Ça se manifeste comment? C'est les commentaires, c'est le rapport des gens, c'est quoi? C'est cette espèce de... J'avais déjà connu ça en 2018. J'avais fait une vidéo avec le ministère de la Santé au moment où on est passé à 11 vaccinations obligatoires, donc c'était déjà les vaccins. C'était Agnès Buzyn du coup à ce moment-là. De quoi? C'était Agnès Buzyn encore à ce moment-là? 2018 Non. Bah si. 2018. Mais whatever, c'était le ministère, c'était pas alors c'était pas 2018, je me trompe dans la date, mais c'était pas Buzyn, c'est sûr. C'était déjà Ferrand alors. Mais c'est peut-être même plus vieux que ça en vrai. Ah bah c'était sous Hollande du coup. Marisol Touraine. Je me demande si c'était Touraine en fait. C'était clairement Touraine. Je pensais au film Beach. En vrai, whatever. C'est mon pour me rappeler de Marisol Touraine. Ouais, c'était Touraine, donc c'est beaucoup plus vieux que 2018. Donc t'avais fait quoi avec le ministère de la Santé? Il m'avait juste demandé de faire une vidéo sur le vaccin. La vaccination. Et donc moi j'avais choisi l'angle des idées reçues sur la vaccination. Et je m'étais fait évidemment déglinguer. Il y avait déjà pas mal ce truc de complot autour de Big Pharma, machin. Mais c'était avant le Covid, ça en plus, c'est ça qui est dingue. Ah oui, mais tu les connais depuis longtemps, les antivax. Les antivax, moi je les connais depuis longtemps. Vous, ça fait pas longtemps que vous les avez rencontrés. Moi, je les ai depuis un petit moment. Ouais. C'était vraiment le truc le plus violent, c'était ça. Il y avait eu déjà une vidéo sur la cigarette électronique où il y avait eu un bon. Mais là, c'était plus un lobby. Là, les antivax, on est vraiment sur un bon petit. C'est même pas un groupuscule parce que c'est pas organisé, quoi. Mais donc premier contact avec ces gens-là à ce moment-là, et là, depuis 1 an et demi, c'est à chaque vidéo en fait. Et il y a ce truc de. Moi, j'ai toujours eu une communauté hyper bienveillante. Très peu de commentaires négatifs, sauf sur ce genre de sujet-là. Là, je me rends compte que j'ai perdu un peu de mon côté. C'est le mec cool, marrant, qui parle de santé, qui parle de prout et tout. Dès que tu commences à parler de trucs qui sont un peu clivants, ton image elle est cassée à tout jamais, quoi. Et la population qui vient discuter dans les commentaires aussi. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi jusqu'à présent, c'est vrai que la santé dans ses aspects politiques, c'était très souvent autour de la notion de moyens, en fait, de remboursement des frais médicaux, de moyens à l'hôpital, de statut des infirmières, de tiers payants. Enfin, c'était beaucoup de choses, mais c'était jamais sur l'acte médical lui-même, sur le médoc ou sur une maladie. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a eu un changement d'ambiance avec le Covid où du jour au lendemain, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un réveil d'un truc hyper violent. Vous partagez ça ou pas du tout? De toute façon, c'est mesurable. C'est dans les rapports, le dernier rapport de la Miviludes qui est sorti cet été, donc la mission interministérielle de lutte contre la dérive sectaire, etc., pointe que c'est dans le domaine de la santé, du bien-être, etc., où ils ont eu le plus de signalements. Alors les gens font un signalement à la Miviludes quand ils ont l'impression que, par exemple, il y a un proche qui leur répond plus, qui est complètement enfermé dans son monde, qui se soigne pas mal, qui est parti à regarder du Thierry Casasnovas ou je sais pas quoi. Donc là, il y a eu un vrai, ça s'est mesuré en tout cas par la Miviludes. Vous aussi, c'est pareil, Gaspard? Moi, j'ai une question. Avant, je suis désolé, Jean, mais tu saurais dire si les personnes, à l'époque où tu fais ces vidéos sur la vaccination avant, et même aujourd'hui, sont issues de ta communauté, donc c'est-à-dire des personnes qui sont intéressées par la santé, ou alors c'est juste l'algo qui met ta vidéo auprès d'une communauté qui est de fait anti-vax? En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'à l'époque, la première vidéo sur les vaccins, c'était clairement des gens qui ne me suivaient pas. C'était l'algo, c'était des anti-vax, mais qui voyaient vaccin, ils venaient, ils pourrissaient les commentaires, ils repartaient, et je les voyais plus. Là maintenant, c'est des gens qui me suivaient déjà avant, qui n'étaient pas anti-vax forcément au départ, qui sont anti ce vax-là, et du coup qui restent là, qui sont toujours là. Et il y a évidemment aussi les anti-vax, les mêmes qu'il y a quelques années qui reviennent. Et il y a aussi maintenant la petite horde de fanboys et fangirls du mec complotiste qui fait ses vidéos et qui envoie chez Nozman ou chez moi ou chez Cyrus North et qui dit allez les pourrir, c'est con, machin et tout. Donc il y a trois petites populaces là comme ça bien sympa. C'est pas encore aller trop loin, c'est-à-dire on sait que les fans de Raoult vont jusqu'à faire des menaces, envoyer des DM, etc. Non, ça va. Non, je me suis juste des insultes en DM, machin, etc. Mais jamais rien de physique, jamais. Tu vois, on va pas menacer mes gosses. Mon adresse, on la trouve hyper facile. Non, mais des DM, quoi, juste. Juste des DM. Coup de pression.
Ok, d'accord. Et ça, tu l'avais vraiment jamais vécu, pardon, vas-y. auparavant. Enfin, après, comment parce que je suis désolée, je connais pas ton travail. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû me renseigner davantage avant. J'ai bien compris que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'invité politique. L'invité de première moitié, c'est. Oui, on bosse plus l'invité politique. Voilà, non, mais ça m'intéresse davantage de savoir justement comment tu présentes les choses en fait dans tes vidéos. Est-ce qu'il y a un parti pris contre la vaccination? Enfin, est-ce que finalement les attaques que tu reçois sont justifiées ou parce que moi, tu vois, Bien sûr. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je suis vraiment la dernière de merde. Qu'est-ce qui justifie non, pardon, c'est pas du tout comme ça que j'ai voulu l'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les anti t'attaquent parce que t'es un pro, ou est-ce que les pros t'attaquent parce que t'es anti? Déjà rien que ça, c'est bizarre comme façon d'envisager les choses, parce que d'où il y a des pro-vax et des anti-vax. La vaccination, c'est un truc qui existe. T'as pas des pros, des pro-laxatifs et des anti-laxatifs. C'est des médicaments qui existent, qui sont prescrits. Oh, il doit y en avoir. Des pros peut-être, ouais, mais c'est une déviance après, c'est un cri. Il y a quand même, si je puis me permettre, un enjeu qui est plus sociétal ou politique autour de la vaccination. Dans l'aspect, on se protège les uns les autres. C'est peut-être ça la différence. Il y a un truc, c'est que c'est à la fois, il y a les deux choses qui sont les plus difficiles à faire accepter aux gens. C'est la santé publique, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Déjà, c'est chaud. 2, c'est de la prévention, c'est-à-dire on ne te donne pas un médicament qui va te soulager un mal que tu as, qui va te soigner. On te donne un médicament, parce que les vaccins, c'est des médicaments, qui vont t'empêcher d'être malade. Donc on te soigne contre un truc que tu n'as pas encore. Donc ça fait vraiment deux choses qui sont difficiles à accepter pour les gens. Et en vrai, moi je comprends. Et pour répondre à ta question du début, moi c'est comme ça que je présente les choses. J'ai pas à être pro-vax ou anti-vax. La vaccination, c'est un truc qui existe, c'est un truc qui est prescrit, c'est un truc qui a été testé, qui a été accepté, qui a fait ses preuves depuis des années, machin et tout. Donc, moi, la façon dont j'ai parlé des vaccins pour le Covid, là, j'ai demandé aux gens, pas seulement ma communauté, parce que je l'ai fait aussi sur les réseaux sociaux, machin, etc., de me poser les questions qui se posaient sur les vaccins. J'allais te demander. Et j'ai appelé des gens de l'Institut Pasteur, j'ai appelé des gens, j'ai appelé du système. Ouais, alors, j'ai pas appelé Didier Raoult. Oui, après. Non, mais oui, j'ai appelé des gens qui étaient des spécialistes à tous les niveaux de la chaîne de fabrication jusqu'à l'administration, machin, etc. Pour répondre aux questions. Et j'ai fait une espèce de FAQ vaccin Covid sans parti pris et surtout sans donner des leçons. C'est-à-dire, je dis pas bande de cons, vous avez pas envie de vous faire vacciner. Non, moi je comprends que les gens soient inquiets, je comprends qu'ils se posent des questions. Je préfère faire de la pédagogie et qu'ils aient toutes les infos du système pour prendre leurs décisions qui va dans le sens de Big Pharma, puisque évidemment ils me payent une villa avec une piscine, donc je vais pas. Non mais voilà, je préfère donner. C'est sympa d'ailleurs, j'ai vu les photos. Non mais en vrai, tiens, on en vient à se poser la question de savoir si on a le droit de faire de l'humour. Est-ce que tu as l'impression que cette vague anti-vax, ce mouvement en ce moment, que toi tu te prends dans la gueule de fait parce que t'es vidéaste là-dessus? Après ça va, je vis bien. Mais est-ce que tu as conscience qu'en fait c'est un truc qui est beaucoup plus profond en fait, qui a été réveillé, qui est un truc très politique en fait? Oui, clairement. Mais attends, c'est arrivé après les Gilets jaunes. Et là tu te rends compte que ceux qui manifestent contre le pass sanitaire, c'est quand même globalement, j'ai pas les noms, mais c'est globalement le même type de personnes que ceux qui manifestaient avec les Gilets jaunes. Ça demandera à être étudié. Ça demandera à être vérifié. Par contre, c'est le même type je suis d'accord avec toi pour dire, c'est le même type de rapport à l'autorité publique. Ça, c'est vrai. Mais t'as ce truc. Il y a un même rapport de défiance, mais je pense que sociologiquement, il faudrait affiner un petit peu. Ok. C'est pas exactement le même public. Il y a des publics qui n'étaient pas dans les Gilets jaunes qui se retrouvent là-dedans, etc. Alors, absolument. Peut-être des gens dans le chat pourraient nous témoigner. Moi, ce que je me dis, c'est effectivement, c'est pas forcément les mêmes gens, mais c'est les mêmes mécanismes de défiance. Face à l'autorité, le pouvoir, le gouvernement, les puissants. Et ce côté, si t'es pas d'accord avec nous, c'est que t'es un mouton. Donc la parole est d'emblée complètement décrédibilisée. Enfin, il y a vraiment ce truc qui est moi, je comprends le mécanisme, mais en même temps, ça me glace le sang, quoi. Et justement, tu as eu peur en prenant la parole plutôt pour le vaccin, parce que on comprend un peu ta position quand même ici. Est-ce que tu as eu peur du coup de fait d'être associé pro-vax égale pro-Macron, parce qu'on sait quand même que la question de la vaccination, c'est quand même... savent que vraiment, il suffit de me suivre sur Twitter pour m'accuser d'être pro-Macron. Oui, mais à la limite, ça c'est les gens qui te connaissent, mais les gens qui te découvrent avec ces vidéos-là, aujourd'hui, je sais pas, le parti, enfin le gouvernement, le chef de l'État a quand même un peu cristallisé. Enfin, la question de la vaccination, c'est un peu cristallisé autour de sa personne et de sa politique. Et de son gouvernement. Il a tout fait pour.
Et du coup, il aurait pu laisser la parole aux scientifiques. Il a tout fait pour récupérer la parole et la main sur le truc. Le conseil scientifique, il l'a. Et donc, les gens qui te connaissent et qui savent que voilà, c'est pas forcément tes idées politiques, est-ce que tu as reçu, je sais pas, des gens qui disent macroniste J'ai reçu tout et son contraire. Pouvoir, mais pas plus de. J'ai reçu gauchiste anti-vax. Vraiment. Mais, intéressant. Quand j'ai dit que j'avais le Covid, là, on m'a dit c'est bien fait pour ta gueule, fils de pute, gauchiste anti-vax. Ok. Macroniste, on m'a plus accusé d'être vendu à la solde des labos pharmaceutiques. Pour la petite histoire, j'ai refusé plein d'OP. C'est comme ça que je bouffe, quand même. J'ai refusé plein d'OP sur le Covid. J'en ai fait aucune, je crois bien d'ailleurs. J'en ai refusé avec le gouvernement, le ministère de la Recherche. J'en ai refusé avec un laboratoire qui fait un vaccin. Et dans tous les cas, c'était hyper clean, hyper clair. Il y a pas de parce que je voulais pas, même si prêter le flanc, même s'il y avait pas de souci en vrai dans ce qu'ils me demandaient. Je me suis dit c'est déjà tellement touchy que si en plus j'en rajoute une on va te ressortir ça pendant 5 ans, etc. Et puis tu voulais pouvoir dire derrière je n'ai rien fait. Voilà. Quand je vous parle, c'est moi qui vous parle, il n'y a personne derrière. C'est pas con. Alors après, les gens ont quand même. Coûté, mais... ça m'a coûté vraiment beaucoup d'argent. Parce que 2020, on peut dire que ça n'a pas été ouf en termes de business. On peut le dire. On peut dire. Et surtout, ça n'a pas empêché les gens de m'accuser d'être vendu. Parce que là, j'ai refusé des trucs qui auraient eu pignon sur rue, que j'aurais déclaré comme étant des partenariats, machin et tout, mais rien n'empêche les gens qui sont complotistes de dire oui, mais t'es payé en sous-main, machin. Bon, il y a plein de gens, en tout cas, dans le chat qui disent qu'en tout cas, Gilets jaunes et Antipass, c'est pas tout à fait pareil, effectivement. Il y a Antipass, il y a Antivax, il y a Gilets jaunes. Enfin, je pense c'est intéressant. Est-ce que tu as été contacté par Skyrock pour faire la campagne Ça va, ça vax? Pas du tout. C'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai été contacté par l'équipe de Macron pour faire la campagne présidentielle précédente. Sérieux? Ouais. En 2017? Ouais. C'est drôle ça. Ouais. Sur Facebook. Alors Pardon. Vraiment, mais vraiment ça, c'est les conseillers com de chez on a été plusieurs dans le milieu de YouTube et des vidéos comme ça à recevoir des messages sur Messenger. Et là, tu as été recontacté pour des campagnes là pour la présidentielle? Non, bizarrement non. Bon, on va parler justement d'actualité politique. Avant ça, je vous avais demandé à chacune et à chacun de préparer des petits sujets, des coups de gueule, des coups de cœur, des trucs que vous aviez envie de dire, des sujets que vous vouliez apporter, pas forcément pour qu'on en débatte. Je vous donne la parole dans le désordre. On va commencer par toi, Usul. Oui. Alors Usul, tu nous as apporté un truc. J'ai apporté un bouquin, c'est en référence un petit peu à notre dernière émission de fin de saison. Montre-le bien à la caméra, vas-y, où on a parlé de jeux de rôle. Tiens, ça m'étonne de toi. On a parlé de jeux de rôle avec Fibre Tigre. Oui. Visuellement, c'est très beau en tout cas. Or, voici Comrades, a Revolutionary RPG. C'est un jeu de rôle papier. Qui contient un système de jeu. Bon, c'est en anglais, je suis pas sûr qu'il a été traduit en français. Moi, je l'ai trouvé à Trollune, à Lyon. Voilà, vous trouvez ça peut-être dans votre boutique de rôliste, qui permet un système de jeu dans lequel, vous prenez place dans une société qui est sur le bord de la révolution, et il va s'agir de la provoquer. Donc, alors évidemment, il y a des classes, voilà, tout est pensé. Alors les classes, évidemment, ça va être, vous voyez, hop, je peux vous montrer. Je sais pas si ça marche bien, si, bon, le propagandiste, le professionnel, enfin, vous allez avoir... Ah d'accord, et donc c'est un RPG quoi, tu choisis tes persos, tu choisis ta tu joues classe. avec tes potes ou tu joues seul, c'est quoi le... Ah bah non, c'est un jeu de rôle, donc tu as un maître du jeu, et deux ou trois minimum joueurs et joueuses. Voilà, et l'idée c'est qu'il y a même des systèmes de jeu pour, par exemple, comment on gère une situation comme il y a une foule, vous devez l'énerver pour qu'elle soit chaude, machin, donc tu fais des G, c'est avec des dés, enfin c'est comme un jeu de rôle normal. Mais tu peux le situer dans... D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il te donne des contextes, parce qu'il n'y a pas un univers défini. Hein. D'accord. Tu peux le placer, tu peux le jouer en France en 1789 et tout, et il te donne une dizaine d'exemples de situations un peu pré-révolutionnaires, un petit peu excitantes, où ce serait marrant de jouer ce jeu. Et en l'occurrence, je crois qu'il y en a 4 sur 10, il y a la France d'impliquer dedans. Donc...
Nous, ça nous parle, hein, ces trucs-là. Donc voilà, je conseille Comrades, et l'auteur qui s'appelle Monsieur Akers écrit sa note d'intention au début en disant que voilà, c'est un jeu qui est fait pour qu'on retrouve cette fièvre révolutionnaire qui nous manque peut-être un petit peu aujourd'hui, et que voilà, si ce jeu vous aide à vous projeter dans ce moment insurrectionnel qui nous fait peur, mais dont on a peut-être besoin parfois, eh bien, il propose ça lui en tout cas avec ce jeu. C'est le principe d'une carte blanche. Merci Usul. Léa, de ton côté, tu nous as apporté un bouquin. Oui. D'accord. Donc ça a été studieux cet été. Tout le monde a bouquiné, quoi. Ouais, non, mais moi je l'ai bouquiné la semaine dernière. Cet été, j'ai vraiment rien foutu. Non, je plaisante. Je vous ai apporté le livre, le dernier ouvrage de Kautar Archi. Montre-le bien à la caméra, s'il te plaît. Comme nous existons. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais. Comme nous existons, de Kautar Archi, d'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Kautar Archi, pardon. Qui est une chercheure en sociologie et qui, en fait, raconte son histoire. Et son histoire, c'est l'histoire... En fait, ce que j'ai trouvé très touchant dans ce récit, c'est un récit autobiographique où on plonge dans son intimité pour comprendre les rapports sociaux des personnes qui sont racisées, notamment, et comment une jeune femme d'origine marocaine, jeune fille, évolue dans un milieu, parce qu'en fait ses parents ont fait le choix de la mettre dans une institution catholique, qu'elle aille à l'école catholique pour avoir de bonnes études, etc. Et comment elle a été exclue, en fait, tout au long de son... du collège, de l'école, du lycée. C'est très touchant, c'est vraiment très intéressant. Elle revient aussi sur les émeutes de 2005 et comment elle les a vécues. Et elle commence à comprendre en fait ce qui l'a poussée à faire de la sociologie, ces rapports-là. Et elle voulait comprendre en fait cette exclusion. C'est vraiment, enfin j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire pour comprendre un peu la situation de beaucoup de personnes dans notre pays qui sont constamment exclues en fait du système éducatif, du système social aussi, qui ont dit qu'ils vont acheter des télés avec l'allocation de rentrée, alors que c'est des gens qui essaient de survivre en fait dans notre pays et qui sont discriminés sans cesse. Voilà. C'est un petit coup de gueule aussi sur ce qui est en train de se passer. J'aimerais que les politiques en fait prennent ça aussi en considération. Merci Léa. Merci Léa pour cette recommandation. Gaspard, est-ce que tu nous as apporté cette semaine ? Oui, alors peut-être un peu plus light et pas un bouquin, mais une pièce de théâtre que j'ai vue récemment, qui est extraordinaire, et du coup je profite pour en faire un peu la promo, qui s'appelle Intramuros, qui est une pièce de Alexis Michalik, qui a, tu connais, et donc qui est auteur de théâtre extraordinaire, metteur en scène, qui a été chaudement récompensé au dernier Molière, et puis de manière générale depuis quelques années, qui était aussi l'auteur de Edmond, qui avait ensuite été adapté en film au ciné. Et donc ça joue au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 30 décembre. J'ai l'impression d'être dans On n'est pas couché à faire ce genre de choses. C'est exactement ça. Allez, c'est très parisien du coup, tu sais, tous ceux qui sont... Non, mais alors, je crois que... Mais j'ai pas l'info, purée, je suis con, mais oui, mais ça tourne, ça va tourner. D'accord. Pour peu que ce soit elle aussi adaptée au ciné, mais en tout cas Edmond au ciné, en streaming, etc. Ça se trouve pour découvrir l'œuvre de Alexis Michalik. Et pourquoi c'est politique ? C'est parce que ça se passe en fait en milieu carcéral. C'est un metteur en scène, donc c'est du théâtre dans le théâtre, qui vient donner des cours de théâtre à des détenus. Et en fait, le théâtre pour eux c'est un vecteur pour raconter leur histoire. Et voilà, ça dure 2 heures. J'y suis allé avec une personne qui n'est pas du tout théâtre. Moi, je suis moi-même pas un grand rat de théâtre, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, on rit, on pleure, et c'est très chouette. Voilà. Eh ben très très cool. Moi je vous avoue que j'ai rien préparé. J'étais tellement la tête dans la préparation de toute l'émission que j'ai oublié de préparer ça. Mais en fait en y repensant, dans mes folles insomnies, j'ai bouffé des docus à plus savoir quoi en faire. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, dont je te parlais tout à l'heure d'ailleurs Usul, qui s'appelle Adieu à Solferino. Solferino, c'est le nom de la rue où était le siège du Parti Socialiste historique qui a été fermé. Et Adieu à Solferino est un documentaire qui est assez drôle parce qu'en fait il a été fait au moment où le PS a quitté ses locaux historiques pour aller se barrer à Ivry-sur-Seine en banlieue. Parce que ça coûtait trop cher. Parce que ça coûtait trop cher, ils ont vendu le siège parce qu'ils sont pris une tôle en 2017, etc. Et le documentaire a été réalisé au moment où ils vidaient physiquement les locaux. Donc tu sais, t'as plein d'images de coupe avec des gens qui mettent des vieilles photos de Mitterrand à la poubelle, à la benne. Enfin c'est assez marrant. Et en vrai c'est assez marrant parce que c'est l'adieu de tout un parti à toute une histoire. C'est le congrès d'Épinay, tu vois. Horrible. Et du coup le docu est vachement bien parce qu'il prend toute une génération d'anciens membres
membres du bureau national du PS qui essayent de faire le difficile exercice de retour sur le quinquennat d'Hollande. Et à quel point ça a été une foirade totale, à quel point rien ne s'est passé comme prévu, c'était quoi l'ambiance au bureau national du PS à ce moment-là. Et du coup, ce documentaire qui est une espèce de plongée rétrospective sur l'interne de ce parti qui a volé en éclats de manière incroyable à cause de Hollande, de Valls et de Macron. En tout cas, c'est un peu la thèse qui est défendue par le documentaire d'ailleurs, où tu sens qu'il y a un prisme qui est mis sur les frondeurs et sur toute une partie du BN, du parti. Voilà, donc assez intéressant. T'entends Montebourg qui raconte comment ça s'est fait, t'entends Taubira, t'entends. T'as pleuré? Voilà, non, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré, mais ceci étant, c'est aussi un peu touchant parce que tu vois l'émotion des gens. Tu vois. Attends, parfois il y a des gens qui ont été virés quand même. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Et puis des gens qui ont construit un parti. Enfin, tu vois, il y a aussi ça. Il y a aussi des gens qui ont mené des combats politiques pendant des décennies, etc. Moi, j'ai des potes qui ont perdu leur taf, qui bossaient au siège. Qui bossait au siège du PS. Oui, non, là, oui, d'accord. Quand même. Mais donc voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Donc ça s'appelle Adieu à Solferino. Il est disponible en replay sur LCP. Il est, je crois que c'est un documentaire qui a été diffusé sur Public Sénat et vous le trouvez sur YouTube, sur la chaîne de Public Sénat, je crois, à vérifier. Sinon, je vous enverrai le lien. Donc, quand tu dors pas, tu regardes Public Sénat. Pardon. Quand tu dors pas, tu regardes Public Sénat. Je regarde des documentaires. Ok. Ça t'endort ou Non, malheureusement, c'est plutôt du genre à me réveiller, mais j'adore ça. Et si ça dit du mal de Manuel Valls, faut se méfier parce que je sais pas si t'as vu, là, il attaque Arte parce que il y a eu un témoignage dans un docu d'Arte qui revenait sur les attentats 2015, etc., dans lequel il y a un agent des services de renseignement qui, à visage un petit peu caché, dit que Manuel Valls a privilégié, n'a pas fait intervenir les troupes comme il aurait pu le faire pour en ménager certaines, parce que je sais plus quoi, pour des raisons politiques, parce qu'il avait trop d'ambition. Et Valls, il a dit c'est scandaleux. Il y a une commission d'enquête. Je porte plainte pour incitation à la haine, etc. Voilà. Non, mais Manuel Valls, il a un truc personnel autour des attentats de novembre 2015, ce que je veux bien comprendre quand tu as été Premier ministre. Et j'aimerais beaucoup l'inviter sur Brexit pour qu'il nous parle de ça, pour qu'il nous raconte comment est-ce que sa vie politique a changé du jour au lendemain. Moi, je peux vous parler plein de trucs avec Valls. Non, mais il y a plein de sujets à aborder, mais j'aimerais bien ce retour critique, quoi. Non, mais c'est vrai. Bref. On va passer au sujet de la semaine. Je sais plus si on a un jingle pour le sujet de la semaine. On a pris un mois de vacances. Moi, j'ai oublié. Quoi, il y avait des sujets? Non, mais les sujets de la semaine, oui, non, mais si, ce que tu as préparé pour l'émission. Donc, les sujets de la semaine, chers amis, cette semaine, il y en a deux dont on voulait parler, avec toi, on voulait en parler aussi, Julien. Le premier, c'est la primaire écolo. Est-ce que tu étais au courant que les écolos faisaient une élection primaire? Oui, je suis au courant parce que j'ai encore gardé des follows Twitter de l'époque où j'étais journaliste, donc je vois passer tous ces trucs-là. Et alors, tu as vu quoi, du coup? Est-ce que tu as regardé des débats? Est-ce que tu en avais entendu parler? Pas du tout, par contre, je t'ai dit, moi, c'est fini tout ça, je ne veux plus en entendre parler. Et alors, là, comme ça, je te dis, les écolos font une primaire. Ça te dit quoi? Ça me dit que moi, le système de primaire, ça me crispe. C'est pourquoi? Raconte-moi. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire. En tout cas, le côté on s'écharpe pendant des semaines et puis finalement après tout le monde se rallie derrière le gagnant. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça se passe ailleurs où ça se fait. Et j'ai l'impression que chez nous, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que vraiment, il y a des, tu sais, c'est comme c'est pas ambiance rugby où tu te mets des patates sur le terrain et puis à la fin on va tous boire une bière ensemble, on est tous potes comme avant et tout. Là j'ai l'impression que ça, je sais pas, on sait pas faire et j'ai pas de souvenir d'un truc bon qui soit sorti d'une primaire à part peut-être Hollande, et si Hollande est le meilleur qui soit sorti d'une primaire, autant vous dire le niveau. Il y a eu deux primaires qui ont fait sortir effectivement des candidats qui ont réussi à rassembler leur camp. C'était les deux du PS de 2006 puis de 2011 effectivement. Mais du reste, tu as raison de faire remarquer qu'il y a eu une mauvaise ambiance dans les primaires parce que les suivantes, il y a eu celle de 2017, de 2016 du Parti socialiste où là ça a été un fiasco total. C'est Benoît Hamon qui a été déclaré candidat. Il y a une partie des candidats qui sont barrés, notamment Manuel Valls et François de Rugy, qui sont allés rejoindre Macron. Et tu avais aussi la primaire des Républicains en 2016 qui a vu dans un duel fratricide entre Juppé, Fillon et Sarko émerger Fillon dans les conditions qu'on connaît et avec ce qui s'est passé derrière. Donc voilà. Tu sous-entends, pardon, que, je suppose que tu parlais en opposition avec ce qui se passe aux States, que par exemple les Américains se démerdent mieux? Alors oui, je vois ça de l'extérieur. Je vois ça de l'extérieur, donc je sais moins comment ça se passe aux États-Unis. Ah oui. Très clairement, mais mon sujet c'est pas ça se passe mieux aux États-Unis, c'est ça se passe pas bien chez nous, on sait pas faire. Après. Pour regarder, j'ai regardé les débats, j'avais suivi de près la primaire démocrate. Les douilles qui se mettaient, Kamala Harris avait mis une douille à alors c'est Biden. très violent. Oui, alors non, mais ceci étant, attends, je suis d'accord. Les primaires américaines, que ce soit les républicains ou les démocrates, sont très violentes. Ah ouais. Mais ça, c'est la scène politique américaine qui est comme ça. Mais quand il y a un gagnant, c'est tous derrière. Ouais. C'est très impressionnant leur mode de fonctionnement. Même si avec Sanders, il y a eu effectivement au moment de la désignation justement de Clinton. Ça a été. Non, mais même pour désigner Kamala Harris. Donc t'es d'accord avec moi, VP, les primaires, c'est pas terrible. Non, franchement, je sais pas. Je me suis pas vraiment posé la question. C'est important de départager.
effectivement. Et puis je pense que c'est important aussi de donner la possibilité aux électeurs, même pour les primaires ouvertes. Je trouve ça pas inintéressant non plus. Gaspard, toi, les primaires, tu penses que c'est une bonne méthode de sélection d'un candidat, ou il y en a une meilleure, ou une plus démocratique, je sais pas, une plus saine? Puisque en vérité, on va parler quand même de la primaire des Verts ce soir particulièrement, parce que de facto, c'est un peu la seule qui a lieu actuellement. Il y a la primaire populaire aussi, dont on a déjà eu l'occasion de parler. Ça, j'ai toujours pas compris. Et la primaire à droite qui existera peut-être un jour, mais ça, on en reparlera. Allez, vas-y. Disons que c'est vrai que moi, j'ai l'impression de ma jeune expérience, pas ma jeune expérience, mais ce que j'ai pu voir, en tout cas en politique depuis assez récemment, c'est que en général, les militants, quand c'est des primaires fermées, sont assez mauvais pour élire et mettre en avant un candidat qui sera en capacité de rassembler très largement une fois le premier tour du scrutin présidentiel. Et en l'occurrence, aujourd'hui, avec la primaire des Verts, ce qui est intéressant avec cette primaire ouverte, c'est qu'on peut peut-être espérer, avec ces 122 000 inscrits, bon, on ne sait pas combien vont voter, mais on peut peut-être espérer que pour eux, ça va permettre de mettre en avant un candidat qui va peut-être pouvoir plus rassembler parce qu'elle est ouverte à plus de monde. Ok, Usul. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment chez Europe Écologie Les Verts, il y a une chose qu'on a vue, c'est qu'il y a clairement 5 candidats, 5 lignes politiques. Ouais, grave. Il y a 5 tactiques, 5 stratégies de prise de pouvoir ou pas. Voilà, il y a 5 options. Seulement, avant, comment on faisait en fait, avant les primaires comment vous croyez qu'on faisait? On faisait des congrès. On faisait des congrès. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux On votait pour des motions. Congrès, ouais. Et en gros, va y en avoir un là du PS dans pas longtemps, il me semble. Ouais. Un congrès, tu réunis les adhérents, toutes les fédés localement envoient des délégués, et tous les adhérents du parti, donc du coup, ont un peu leur mot à dire sur quelle va être la ligne du parti, parce qu'ils vont voter pour une plateforme, pour un programme, pour une orientation. Et incarné par quelqu'un. Qui l'est pas encore, justement, c'est ça qui est intéressant avec les congrès. C'est pour ça que, notamment à gauche. Mine de rien, beaucoup de gens se plaignent de la personnalisation et de machin politique. Si le seul choix qu'on a, c'est de choisir le meilleur casting, alors même qu'on a déserté les endroits où on aurait pu choisir les programmes. En fait, il faut aller dans les partis pour participer à ces trucs-là, pour faire vivre un truc. Aujourd'hui, on se retrouve juste à avoir des citoyens qui vont donner leur avis sur le casting d'un parti auquel ils ne participent pas, en fait, duquel ils n'animent pas la vie, etc. Ça, c'est un symbole de plus de la mort des partis, quoi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je voulais juste revenir sur un petit truc, par rapport au fait que ça puisse créer un peu un climat de tension et qui se foutent davantage sur la gueule. Moi, je pense qu'à la base, ils peuvent déjà pas se saquer, en fait. Mais ça se voit pas. Là, tout le monde le voit. Mais au moins, il y a de la discussion. En réalité, ce qui s'est passé avec, à mon sens, et je crois que je suis pas la seule à avoir dit ça, dire ça et à partager ça, le niveau de débat des discussions pendant les 3 débats qui ont eu lieu là récemment sur la primaire des Verts, pour la primaire des Verts avec les 5 candidats, était assez intéressant quand même. Le niveau de débat a été salué par beaucoup d'observateurs, observatrices de la vie politique, en disant que pour une fois, il y a eu quand même des discussions qui étaient pas mal, et ça permet effectivement d'aller peut-être un peu plus loin sur certains sujets, se positionner aussi. Moi, je trouve que intellectuellement, en tout cas, ça peut avoir du sens. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, et je fais partie de ceux qui trouvent que, franchement, cette primaire écolo, je la trouve, en termes d'ambiance de débat, assez exemplaire. Et assez saine. Assez saine, c'est ça. J'ai vu ces 5 candidats sur les plateaux. C'est pas la primaire PS de 2016. C'est pas la primaire PS, c'est pas la primaire LR non plus. Il y a un espèce je trouve, de hauteur de vue des différents candidats qui ont bien conscience qu'ils sont en train de jouer un peu plus que seulement leur petite pomme, qui sont aussi en train de jouer un enjeu majeur pour l'écologie politique en France, c'est la crédibilité. Et que donc, cette volonté de ne pas se déchirer devant les caméras, d'être intelligent dans leur manière de s'interpeller les uns les autres, etc. En tant que spectateur, c'est génial. Vraiment, c'était agréable, c'était appréciable. Ceci étant, et je suis d'accord avec Usul, ça montre aussi qu'il y a quand même une vraie pluralité au sein de la famille écolo en France dans les stratégies et les options. Avec Julien Bayou. On en parlera tout à l'heure avec Julien Bayou. C'est au moment où je dis ça. C'est vrai que ça repose la question de à quoi servent les partis aujourd'hui. Est-ce que c'est un vivier pour sortir des candidats où les gens votent comme si c'était la télé-réalité parce que il y a voter et voter. Je veux dire, la télé-réalité, c'est pas la démocratie non plus. Mais en effet, les gens votent. Oui. Alors là, on vote pour une tête. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Ou moi,
moi je suis souvent sur les corps intermédiaires. Pour moi, un parti, c'est aussi une institution qui fait vivre des idées avec des militants qui s'impliquent, qui participent à des débats internes, qui proposent des choses, qui inventent, qui vont créer des programmes, des plateformes, des machins. Là, on a juste un casting. Et c'est quoi le programme finalement? Et c'est ce que tu nous disais, Julien, avec le risque que le vainqueur de ce casting en fait n'arrive pas à rassembler qui que ce soit derrière. En fait, c'est que, et voire même que ça les ait déchirés entre temps. Mais je pense que, c'est ce que tu as dit, c'est le nœud du truc, c'est-à-dire que les écolos, il y a quand même un truc qui est un vrai idéal politique que les autres partis comme le PS ou les Républicains ont un peu perdu. Donc là, c'est comme tu disais, tu as d'un côté des primaires où c'est avec les vieux partis, où c'est chacun a envie vraiment de se placer et d'accéder avec pas forcément derrière un vrai truc idéologique, et tu as les Verts où tu te dis que malgré tout, même s'ils sont pas d'accord sur la façon d'y arriver, ils ont quand même vraiment un vrai objectif politique commun, et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils se déchirent moins devant tout le monde, et que... Après, l'objectif politique qu'ils ont, il est aussi partagé par d'autres partis. Ouais. Oui. Oui, mais eux, c'est intervenir aussi sur ce secteur, quoi. Oui, clairement. Mais eux, c'est vraiment leur. Ils en ont fait c'est leur ADN. C'est leur ADN, bien sûr. Quel est selon vous le principal défi pour les écologistes aujourd'hui? Est-ce que c'est de réussir cette primaire, ou est-ce qu'il y a un enjeu de plus derrière, de réussir à travailler avec d'autres formations, de réussir à... Est-ce que vous pensez, alors on en parlera tout à l'heure avec Julien Bayou, qui sera notre invité politique, qui est le secrétaire national, mais d'abord entre nous, dites-moi un peu comment vous... déjà, la primaire, c'est une réussite. 122 000 participants. 122 000 participants qui votent à partir d'aujourd'hui. C'est pas autant que la primaire de LR il y a quelques années. Mais pour l'écologie verte, c'est bien. C'est 40 fois moins, je crois que j'ai lu. Mais bon, au moins, c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Ça montre que les gens s'intéressent un petit peu à ce qui se passe chez Europe Écologie Les Verts, ou en tout cas, que ce soit Jadot qui maintenant commence à être en position de quelqu'un qui rassure la bourgeoisie, qui est assez respectable, machin. Jadot, il est présidentiable, quoi. Il a une stature, on l'invite à France Inter. C'est très sérieux, on lui donne du monsieur Jadot, etc. Et puis il y a Sandrine Rousseau qui est arrivée à, mine de rien, mobiliser toute une partie de gens qui n'étaient pas du tout trop chauds pour les Verts, et puis qui, il se passe un truc, il y a une voix un petit peu différente. Ça a marché, ça a pris, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits comme ça. Et à l'inverse, je trouve Éric Piolle très effacé. C'est un peu la déception, si je puis dire. Les deux, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie d'être là. Delphine Bateau, elle n'est pas effacée. Je la trouve incollable sur le... elle a un niveau que les autres n'ont pas. Elle m'a agréablement surpris. Mais je trouve qu'elle manque un peu de conviction dans sa... Bateau ? Dans sa façon de s'exprimer. Enfin voilà, c'est ce que... Ce que ça m'inspire. Hein. Je dis pas que sur le fond, c'est pas bien, pas du tout. Juste dans le style, je la trouve moins percutante que d'autres candidats. Après, à mon avis, l'enjeu principal pour les Verts, c'est de prouver qu'ils peuvent être en capacité de gouverner. Parce que ça a toujours été un parti qui, depuis des années se structure, qui était historiquement le parti qui remportait pas mal de voix pendant les élections européennes, qui de manière assez exceptionnelle est arrivé à percer dans certaines villes de France, et de grandes villes de France. Jusqu'en 2020, où ils ont vraiment percé. Vous vous souvenez quand ils ont commencé avec l'histoire de l'arbre de Noël à Bordeaux. Ensuite, il y avait l'histoire du Tour de France à Lyon avec Doucet. Enfin, ça a commencé à brailler un peu. Et on sentait qu'il y avait peut-être une absence de connaissance vraiment de la façon de faire de la politique à un niveau vraiment de responsabilité en quelque sorte. Ou alors il se faisait bully en fait, ou alors il se faisait juste bully par le... Mais à force d'être constamment dans l'opposition, parfois t'en oublies qu'à un moment donné, tu peux potentiellement être en train de gouverner, et être dans l'opposition ou au gouvernement, c'est quand même pas du tout la même chose. Pas la même ambiance du tout, non. Donc moi c'est vraiment ça, je pense qu'un des enjeux principaux, c'est qu'ils arrivent à prouver, à montrer qu'ils sont en capacité de faire le switch et de devenir un véritable parti de gouvernement, peu importe la personne qui sera désignée après l'élection. Toi, Julien, tu te projettes dans l'idée que c'est possible qu'un écolo préside la République, ou tu te dis pas le niveau quand même? Alors non, pas du tout une histoire de niveau. Je pense que clairement pas en 2022, mais oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est pas exclu, mais bon là clairement ça va être un peu court, non?
Tout peut se passer encore une fois. Macron nous a démontré que en très peu de temps on peut faire des choses incroyables. Et le parti va changer aussi parce que c'est à partir de. J'ai rencontré des écolos lyonnais il y a quelques. Donc Lyon a été pris, la mairie a été prise par les écolos aussi aux dernières municipales. Ouais. Et j'ai rencontré quelques écolos qui me racontaient que mine de rien, ils s'étaient retrouvés presque dans la situation. Il y avait plus de postes que ce qu'il y avait de militants dans l'arrondissement. Dans le... Voilà. Donc ça s'appelle l'alternance. Et sans déconner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti devient attractif. Il devient attractif parce qu'il a des postes à distribuer, des postes, des situations, etc. Absolument. Et donc ça va transformer aussi le parti, mine de rien, parce qu'il va attirer d'autres genres de profils. Ouais. Des profils de gens qui ont fait Sciences Po, qui seraient allés vers le PS en se disant moi ce qui m'intéresse c'est les collectivités territoriales, machin, et qui là d'un coup se disent ah tiens je peux faire pareil mais chez les écolos maintenant il y a des postes. Ouais, ça va changer le parti aussi. C'est passé dans les années 80 au PS effectivement. Donc dans 30 ans l'Europe Écologie Les Verts deviendra le PS, c'est-à-dire un parti de collaborateurs, de cabinets, d'étudiants de Sciences Po et d'élus. Oui. C'est pas ce que je leur souhaite. Mais ok d'accord. Bon intéressant, on suivra évidemment de ça de près et encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure à partir de 21h, notre invité politique, ce sera Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il n'est pas candidat, mais il est organisateur, entre autres, de cette primaire, et on aura des questions à lui poser. Autre sujet de la semaine dont on voulait parler, c'est la structuration du débat, notamment à droite, autour de la question de la sécurité. Il se trouve que là, on a eu une séquence qui s'est ouverte et refermée assez rapidement avec Emmanuel Macron qui clôturait mardi à Roubaix le Beauvau de la sécurité, donc ce cycle de conférences hébergé par le ministère de l'Intérieur sur la question de la police et du maintien de l'ordre, avec la question des moyens de la formation, etc. Et le lendemain, on a eu Xavier Bertrand, candidat important, candidat important du camp de la droite historique, qui a fait des annonces depuis Saint-Quentin, toute une série de mesures autour du thème de la sécurité pour sa campagne présidentielle. Et alors là, il a fait un bingo incroyable, Xavier Bertrand. Il a absolument tout coché du bréviaire historique de la droite sur la question du retour de la fin de l'impunité, le retour de l'autorité, l'expulsion des délinquants d'origine étrangère. Il a parlé d'une quasi-guerre civile. Il a parlé d'abaisser la majorité pénale à 15 ans. Il a parlé du retour des courtes peines de prison de moins d'1 mois. Il a souhaité que les procureurs puissent prononcer des peines de prison directement sans passer par le juge. C'est intéressant. Pratique. J'ai des questions à lui poser, du coup ça m'intéresse. Fin des aménagements de peine, retour des peines planchées. Bon, je vous fais pas la liste. Attends, t'as oublié quand même le fait d'aller ponctionner directement sur le RSA les amendes. Oui, effectivement, pour les gens qui ne peuvent pas payer les amendes parce qu'ils n'ont pas d'argent sur leur compte, on va aller chercher l'argent sur leur compte alors qu'il n'y a toujours pas d'argent sur leur compte. Ça, c'est vrai qu'il a dit ça. Oui, c'est dans leurs prestations sociales. Dans leurs prestations sociales, on va les laisser crever de rien, avec rien. Voilà. Pour qu'ils comprennent bien la leçon. Bref, on a une séquence intéressante. Je sais pas, moi je voulais en parler avec vous parce que j'ai l'impression que la droite historique dans ce pays n'arrive pas à sortir du carcan idéologique qui a été construit par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis candidat, puis président de la République à partir de 2007. C'est-à-dire la question que l'insécurité et le quotidien des Français est centrale dans la vie politique. Et j'ai l'impression que les Républicains sont prisonniers de ça, qui n'arrivent pas à parler d'autre chose. C'est assez impressionnant. Je sais pas. Du coup, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Vous pensez comme moi que ça va tourner autour de ça, l'intégralité de leur prise de position, Léa? Alors, non seulement ils ont donné le là, bien sûr, depuis des décennies presque maintenant, enfin au moins 20 ans effectivement. Jospin l'avait fait aussi un peu quand même, faut le rappeler. Hein. Il avait un peu surfé sur la sécurité en disant que c'était la première liberté des Français, je crois. Mais c'était en réaction, aussi à toute une campagne de la droite qui était là-dessus en disant gauche laxiste. Oui, et la stratégie qui était, faut rappeler, qui était le communicant, le conseiller com de Jospin à ce moment-là. C'était qui? Un certain Manuel Valls qui avait dit. Qui avait dit à Jospin, non, tu te laisses pas faire, c'est vraiment, dis que tu peux taper donc, aussi fort et que la gauche n'est pas perdue sur la question de la sécurité et propose des trucs et tu écoutais sur la sécurité, proposait à peu près le même truc que Chirac en face. Donner le là à l'époque et il continue de le donner parce qu'en fait on se rend compte qu'aujourd'hui pour Emmanuel Macron le débat se situe à droite et il se situe au niveau de la sécurité, donc c'est pour ça le Beauvau de la sécurité. D'ailleurs c'était quand même assez intéressant parce qu'il est quand même allé donner les résultats et il a fait ses annonces sur le territoire de Xavier Bertrand. Donc évidemment, il n'est pas con. Et oui, donc c'est quand même assez intéressant. Il y a quelque chose qui est à noter. Alors, juste pour que vous compreniez un peu le raisonnement, moi je suis en train de travailler en ce moment sur un ouvrage sur la question de la place des femmes en politique et sur le pouvoir et comment le pouvoir est en fait très genré, l'exercice du pouvoir est très viriliste comme on le considère aujourd'hui en France. C'est quelque chose de très vertical où il faut donner l'impression d'être le chef, il faut être présent, enfin bref.
on voit que finalement des candidats comme Emmanuel Macron, qui représentent très très bien ça, d'ailleurs il nous avait prévenu, moi je suis le président jupitérien, donc je domine, c'est moi qui donne les décisions, etc., de manière très, très solitaire et très, très descendante. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que depuis quelques années, la sécurité n'est plus la priorité des Français, et il y a d'ailleurs une étude très intéressante qui s'appelle Fracture française, une enquête annuelle. L'enquête du Monde. La dernière, exactement. Le Monde, Soprasteria, Ipsos, qui est réalisée depuis 2013, et là, les derniers résultats, donc, qu'ils appellent la 9e vague, qui a été publiée en septembre, montrent qu'en fait, la préoccupation principale des Français aujourd'hui et des Français, c'est la crise sanitaire, la protection de l'environnement, l'avenir du système social, et après, le niveau de délinquance. Donc en fait, qui continue à surfer sur ce thème qui n'est finalement pas la priorité principale des Françaises et des Français, c'est quand même assez surprenant, parce qu'on pourrait se dire, ils font ça parce que ils ont besoin de dire à leur électorat qu'ils prennent les choses en main. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est quand même vachement plus simple, surtout quand t'es un mec et que tu veux imposer un peu ton autorité, parce qu'il y a de ça, quand même. C'est pas n'importe quel type de personnage qui essaie de promouvoir ce type de... Même Marine Le Pen, je veux dire, elle a des codes, elle a embrassé les codes virilistes depuis toujours. Enfin, quand son père tape du poing sur la table, fait une vidéo sur YouTube en disant « Le parti, il faut qu'il soit plus viril, ma fille », 2 jours avant leur congrès. Voilà. Bref, on peut dire concrètement qu'elle a embrassé ces codes-là. Donc qu'elle parle de sécurité et qu'elle essaie d'asseoir son pouvoir comme ça de manière très verticale, c'est le thème en fait idoine pour ce type d'exercice du pouvoir. Par ailleurs, il faut quand même dire, en 5 ans, finalement, c'est quand même vachement plus simple de dire on a renvoyé tant d'étrangers, on a filé tant d'amendes, on a mis autant de personnes en prison, on a donné tel moyen aux flics, que d'aller bosser sur les causes, en fait, des problèmes de la sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des politiques sociales plus généreuses, faire en sorte que les personnes ne soient pas en fait ghettoisées, mises de côté, et vraiment les embarquer en fait dans un projet commun qui est notre société. Donc forcément, en 5 ans, c'est beaucoup plus simple de dire allez, on a mis tant de coups de bâton. Et oui, parce que je pense très sincèrement que les personnes qui font leur campagne sur ce thème-là sont en fait dans l'incapacité totale de donner des réponses concrète à un problème qui est devenu structurel en fait, qui est le problème de la pauvreté, qui est le problème de l'exclusion, qu'elle soit sociale, à plein niveau. Donc je pense qu'au lieu de vraiment apporter des réponses sur le fond du problème, ils vont essayer de mettre des petits coups de sparadrap par-ci par-là, et ça fait des décennies que c'est comme ça, et tous les gouvernements qui ont été en place jusqu'à présent en sont responsables. La gauche, la droite, Macron, tout confondu. Voilà. Moi, ça me fait plaisir, cette émission. Où on peut entendre des choses comme ça. Attendez, c'est pas un discours de gauche, j'ai même tapé sur les socialistes. Non, pas du tout. Non, c'est un truc de bon sens, c'est du bon sens. Évidemment, et je vais même aller plus loin. C'est à toi de jouer. Je vais même aller plus loin. Est-ce que cette obsession pour la sécurité... Oui, bon, d'accord. Non, vas-y. Ou alors je fais vite. Vas-y, fais vite. Bon, cette obsession sur la sécurité, on avait démarré la saison d'OLG la semaine dernière en disant un épisode où on avait chopé, je sais plus qui sur CNews, qui disait mais on s'en fout des chiffres, ce qui compte c'est le sentiment d'insécurité. Macron, pour clôturer son Beauvau, s'est félicité de très bons chiffres, d'une baisse d'un quart du nombre de cambriolages, 20% de vols de véhicules en moins, des saisies records, machin, 20% de vols de véhicules en moins, un quart de cambriolage en moins. Donc c'est un problème, l'insécurité. Non, vous voyez, il y a un truc, c'est le sentiment d'insécurité. En fait, c'est un discours social sur la pauvreté, sur qu'est-ce qu'on fait des pauvres, sur qu'est-ce qu'on fait des gens pas civilisés. Et souvent, vous vous souvenez, ça ils le font plus trop. À un moment, le grand truc, c'était les incivilités. Voilà. Ça, c'était Nicolas Sarkozy. En fait, il s'agit de dresser les pauvres. Comme pas ça. Et quand tu n'as rien d'autre à dire, parce qu'en fait, la droite a rien à dire sur la question sociale, elle a rien à dire de plus que Macron sur la question économique. Elle aurait fait le CICE, elle aurait fait tous les cadeaux, toutes les niches fiscales, elle aurait fait tout pareil que ce que Macron fait depuis qu'il est même là, depuis Hollande. Ils auraient fait la même chose. Donc ils n'ont rien d'autre à dire. Donc voilà, surenchère, très bien dit par Léa, surenchère virile sur le nous on va taper encore plus fort. Sur qui? Sur les pauvres. Quand dans ton discours tu dis en plus on va saisir leur RSA, leurs prestations CAF, c'est que tu sais très bien que tu es en train de parler des pauvres là. Toi Julien, tu entends parler d'insécurité depuis, je suppose, de nombreuses années comme nous dans le débat public. Oui. Quel effet ça te fait quand tu es en train de me traiter de vieux à mon couvert, c'est ça? Non, j'allais dire on est de la même génération toi et moi. Oh, tellement pas. Tellement pas. Toi qui étais à l'école avec Nicolas Sarkozy. Ça te fait quel effet d'entendre parler des responsables politiques d'insécurité sur les plateaux télé? Il
historiquement, tu as quand même toujours eu ce truc de la gauche fait ses campagnes sur la prévention, c'est-à-dire agir en amont pour éviter d'en arriver à la violence, voilà, qui a des causes qui a des causes sociales. Donc la gauche fait de la prévention, la droite fait de la répression. Pardon, je caricature, mais je suis pas si caricaturé que ça, j'ai l'idée. Ouais. Donc c'est quand même vachement plus facile de faire campagne sur la répression que sur la prévention. Parce que tu dis aux Français, voilà, on va faire ça pour éviter que ça arrive. C'est comme les vaccins, en fait. Ça dépend de l'électorat. C'est comme les vaccins, parce que les gens ils veulent des résultats. Et tu leur dis, voilà, nous on a fait ça, nous on a fait diminuer les cambriolages, nous on a mis tant de gens en prison, on a expulsé tant d'irréguliers, voilà. Ça c'est des gens qui agissent, ça c'est des gens sérieux. Si tu dis, nous on va mettre en place ça et ça pour éviter qu'il y ait des incivilités, de la délinquance, machin, etc., les gens ils font... Oui, mais vous voyez bien que ça marche pas. Regardez, oui, non, c'est vrai. Non, et puis il y a un aspect visibilité dont tu parles qui est important. C'est vrai que c'est pas étonnant. Le nombre de gosses qui ont un bac professionnel, par exemple, bah tu le raccroches pas tout de suite à la baisse de la délinquance. Alors qu'en vrai, l'insertion professionnelle, ça joue beaucoup. Donc je suis pas étonné. Et autre truc, moi j'ai vraiment cette impression, mais là c'est que depuis Sarkozy, avec sa droite décomplexée, il y a eu quand même un glissement vers la droite que tout le monde a subi après. C'est-à-dire que ça a déplacé l'échiquier politique vers la droite, qui fait qu'aujourd'hui, ces thématiques-là, non seulement évidemment la droite s'en empare parce que c'est leur gagne-pain, quoi, mais en plus tous les autres s'engouffrent dedans avec très peu de scrupules, quoi. Après, ils y croient sincèrement, je pense, la droite. C'est pas seulement du cynisme de leur part. Ça, je sais pas. Mais si, ça, je sais pas. Mais si, c'est cette idée, idée que chacun est responsable de lui-même. Alors ils sont bêtes parce que ça marche pas. C'est-à-dire que attends, c'est un rapport au monde. Si on veut réduire le crime, il y a des choses qui sont criminogènes. La pauvreté, c'est criminogène. Le carcéral, c'est criminogène. Le carcéral français est particulièrement criminogène. Parce que tu es matérialiste. Donc effectivement, toi, tu vois effectivement. Oui, non, mais c'est vrai. Mais l'électeur de droite, c'est pas qu'il est pas d'accord avec toi, c'est que l'électeur de droite considère que chacun est responsable de ses propres actes et qu'il faut punir ceux qui se comportent mal pour envoyer un message, etc. C'est une autre lecture. Je dis pas que tu as tort ou que tu as raison. Il me semble que la société punit déjà. C'est vrai que plus de punitions, c'est pas un cercle infini, parce que là, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui nous amène avec Zemmour aujourd'hui. C'est-à-dire une droite qui, depuis les années Sarkozy, nous dit regardez, on va taper plus fort et ça ira mieux. Et en fait, tu tapes plus fort. Oui, tu tapes plus fort. Il y a eu des peines planchées, des trucs qui ont été un peu retirés entre-temps, mais... Et voilà, tu tapes plus fort, tu vis dans la même société derrière, donc t'as à peu près la même société derrière. Donc, ah oui, mais non, ça nous va toujours pas, donc on tape plus fort, jusqu'au moment où les gens vont dire, mais si, écoutez, s'il suffit de taper plus fort, on va taper vraiment beaucoup plus fort. Marine Le Pen, elle propose de taper encore plus fort, de sortir de l'état de droit. Xavier Bertrand, là, aujourd'hui, propose des trucs qui sont complètement anticonstitutionnels, qui sont plus dans le pacte républicain. Là, on est en train de dépasser. Même dans le pacte, c'est clair. T'imagines que quand même la gauche était ralliée derrière lui pour être contre Le Pen, quoi. Derrière qui ? Bertrand. Ah, Bertrand, excuse-moi, pardon, je crois que tu parlais de Zemmour. Excuse-moi. Non, mais en même temps, au point où on en est, voilà. Gaspard, toi, tu vois ça comment ? Dis-moi. J'entends que ça fait beaucoup de bruit et que la sécurité, en effet, on en parle partout, on en parle au sein des partis politiques. Ça fait partie, maintenant, c'est en effet l'étendard de la droite. Mais aussi, il y a le rôle des médias là-dedans, cette envie de sensationnalisme. Ce qui fait le plus vendre aujourd'hui, c'est le danger, c'est la peur. Ça marche pour n'importe quelle chose que tu vends. Et aujourd'hui, les rédactions et surtout les plateaux d'actualité en continu, ils aiment avoir ce fait divers, cette chose à pouvoir mettre en place. Là où j'entends absolument ce que dit Léa, sur est-ce que ça représente vraiment les préoccupations des Français, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi ils vont aller voter, et pour tous les autres qu'on n'entend pas forcément, qui sont peut-être la majorité silencieuse, finalement ils vont devoir se retrouver et qui vont aller chercher en allant voter des plus des thématiques autour de l'égalité, de la justice sociale, du féminisme, de l'environnement. Finalement, comme il y a un moins grand panel de candidats qui vont parler de ces choses-là, peut-être que ça va être bénéfique pour la gauche ou pour les écolos lors de ce scrutin en 2022. Ouais, tu veux dire qu'ils vont s'enfermer dans le débat sécuritaire et que du coup ça va faire un espace... Et que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ce serait intéressant de voir, mais alors, pour le coup, du coup, c'est un défi énorme pour la gauche, de parvenir justement à être audible sur d'autres sujets, etc. Absolument. Et je pense que c'est mal barré, mais c'est intéressant. En tout cas, moi, je constate aussi encore une fois l'affaiblissement
incroyable de l'assiette idéologique du Parti Les Républicains, qui est concurrencé par Macron d'un côté, qui a pris pour lui en fait la défense du business, du libéralisme économique, du progrès grâce à la croissance et à l'économie, et le thème de l'Europe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus un Européen chez les Républicains, c'est impressionnant. C'est clair que quand on entend Barnier... Non mais voilà, même Barnier, il en vient là, ça devient lunaire. Et que de l'autre côté, le thème de l'immigration, et on le sait, a été pris par Marine Le Pen avec sa stratégie d'édialisation. Donc j'ai l'impression, et moi j'ai vraiment hâte qu'on reçoive aussi des candidats de la primaire, les Républicains, sur ce plateau, parce que j'ai envie d'avoir cette discussion avec eux, de dire mais vous habitez où en fait aujourd'hui? Elle est où notre droite républicaine? Elle est où notre droite et notre Il est où le gaullisme même Alors là, le gaullisme, c'est une très bonne question. Il est où le gaullisme? Oui, non, vraie question. Mais pour le coup, rendez-nous des gaullistes. Xavier Bertrand qui a déclaré si j'ai le choix entre le Rassemblement national et un communiste au second tour, je vote pour le communiste. C'est le vieux plus gaullisme. Mais en même temps, c'est pour proposer des trucs qui sont du même acabit que le Rassemblement national. Ça s'appelle une posture. C'est aussi parce qu'il a été élu avec les voix des communistes qui dit ça. Mais oui, non, mais d'accord. Mais bon, bref, on en parlera avec eux, mais ça m'intéresse beaucoup. Chers amis.